La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu, son commissaire principal Mathieu Meury et 3 des co-commissaires Sylvie Aubenas, Annie Leibovitz et Wim Wenders reviennent sur ce projet inédit autour de la master collection du photographe. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux également qu'on ait pu enfin ouvrir cette exposition. Et je remercie Sylvie de nous accueillir ici à la Bibliothèque nationale de France. Et je remercie Wim Wenders de s'être joint à nous. C'est quand même une très, très heureuse nouvelle pour nous. Et je remercie également Annie Leibovitz qui est avec nous en direct de New York. Voilà. Je voulais simplement, dans un premier temps, retracer les grandes lignes de l'exposition, Le Grand Jeu. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu encore l'occasion de voir cette très belle exposition qui a d'abord eu lieu au Palazzo Grassi et dont on vient d'ouvrir depuis quelques jours. Enfin, on a eu la chance de pouvoir enfin ouvrir cette exposition. Et voilà, donc les principes du Grand Jeu, c'est un principe assez simple. C'est une exposition qui, en fait, c'est une exposition qui n'est pas seulement une exposition sur Cartier-Bresson, c'est certes une exposition sur Cartier-Bresson, mais c'est plutôt une exposition sur sa perception. Cartier-Bresson, dans les années 70, en 1973 plus exactement, à la demande de John et Dominique de Ménil, constitue un ensemble d'images, 385. Sylvie, si je me trompe, tu n'hésites pas. Je reviendrai immédiatement. Et donc, il constitue cet ensemble d'images, de 385 images, qu'on appelle la Master Collection, que lui appelait de façon plus intime ou plus personnelle le Grand Jeu. Et c'est d'après, en fait, cet ensemble qu'on a décidé d'organiser cette exposition. Elle est un peu différente des autres expositions parce qu'il y a eu de nombreuses expositions monographiques et de très bonnes expositions monographiques sur Cartier-Bresson. Et l'idée, c'était plutôt de faire quelque chose de différent. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire sur cet ensemble assez remarquable et ne pas répéter une énième grande exposition monographique. Donc on s'était dit que à la suite en fait de l'exposition d'Annie Leibovitz sur ses archives Early Years en 2017 que Sylvie a pu voir à ce moment-là, on s'était dit que peut-être ce serait intéressant de refaire un peu ce processus de sélection, de parcourir, de regarder le passé et de voir un peu comment en fait on peut repenser les images d'Henri Cartier-Bresson. Et finalement, il y a assez peu de photographes et d'artistes en général qui nous permettent de procéder à cette sélection. C'est quelque chose d'assez particulier. Henri Cartier-Bresson, à ce moment-là, a un peu plus de 70 ans. Évidemment, il s'intéressait, sa pratique de la photographie, c'était quelque peu... il s'y intéressait évidemment toujours, mais il s'intéressait également beaucoup au dessin. Et donc, l'idée, à ce moment-là, c'était pour lui de peut-être aussi de passer à autre chose et de travailler sur les images. C'est-à-dire qu'il y a dans le processus de création, il y a le moment où on prend les images et puis après, il y a un moment aussi où on doit travailler sur ces images. Et donc l'idée, c'était peut-être de reprendre un peu ce processus que Cartier-Bresson a pu faire avec son propre travail et de répéter ce processus et de demander à 5 commissaires d'avoir chacun le regard sur ce travail. Donc quelque part, c'est d'ouvrir un peu cette vision qu'on peut avoir sur le travail de Cartier-Bresson. Et donc j'ai demandé à 5 personnalités de évidemment défendre un peu un point de vue qui était chacun le leur. Donc on a ici Sylvie Aubenas qui a eu la gentillesse d'accepter cette proposition et qui va défendre et qui a défendu le point de vue du conservateur. Évidemment, en partenariat avec la collection Pinault et le Palazzo Grassi, François Pinault a été donc le porte-étendard du collectionneur. Annie Leibovitz, évidemment, avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire cette exposition sur ces jeunes années
Et donc, je lui ai demandé de bien vouloir défendre le point de vue du photographe. Et Wim Wenders, qui est ici présent, je lui ai demandé de bien vouloir défendre le point de vue du réalisateur, mais aussi du photographe. Et en dernier lieu, il n'est pas là ce soir, on le verra demain, le point de vue de Javier Cercas, celui de l'écrivain. C'est relativement important car on sait que Henri Cartier-Bresson était très proche des écrivains et qu'il aimait beaucoup la littérature. Donc voilà un petit peu pour resituer le contexte de cette exposition. Donc c'est une exposition qui regroupe 5 petites expositions et qui chacune développe un point de vue. Je tiens simplement aussi à préciser que chacun des commissaires a fait un choix entre 30 et 60 images. Il n'y avait pas vraiment de restrictions très rigoureuses. Et chacun a choisi une image sans savoir, ou ses images, sans savoir ce que les autres allaient choisir. Et c'est important parce que, quelque part, on avait comme une sorte de cadavre exquis d'exposition. Et en fait, chacun des commissaires n'a découvert ce que l'autre a fait qu'après avoir installé son exposition. Voilà. Donc, je vais maintenant donner la parole aux différents commissaires et en leur posant les questions qu'on peut se poser sur la façon dont ils ont conçu leur exposition. Donc, je vais peut-être commencer. Alors après, on va discuter entre nous. Et je vais commencer par Annie. Annie, parce que quelque part, elle est un peu le départ. L'idée de départ de pourquoi on a fait cette exposition. Et je sais que lorsque nous avons travaillé ensemble en 2017 sur le projet d'archives The Early Years à Arles dans le cadre des rencontres, j'ai pu observer en fait ce processus de regarder son propre travail, de sélectionner son travail, et on a beaucoup discuté. Et dans la conversation, évidemment, Annie m'a confié qu'à l'époque, lorsqu'elle était jeune, Henri Cartier-Bresson a joué un rôle très important. Et un peu comme pour Cartier-Bresson, Cartier-Bresson est passé de la peinture, il a pris des cours auprès d'André Lotte en 1927, et puis il a ensuite décidé de se consacrer à la photographie. Et Annie, si je ne me trompe pas, toi aussi tu as eu un peu ce point commun avec Henri Cartier-Bresson, où tu es passé de la peinture à la photographie. Donc je voudrais que tu nous expliques pourquoi Cartier-Bresson a joué un rôle si important pour toi. En fait, il n'y a pas de doute que je suis photographe. J'allais à l'école à San Francisco en tant que majeur dans la peinture pour devenir peintre. Je n'étais pas un très bon peintre, en fait, pour vous dire toute la vérité. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, et vous voulez être là au devant. J'ai pris des cours du soir sur la photographie et j'ai changé de majeur au San Francisco Art Institute et je suis passée à la photographie. Et en fait, on avait Cartier-Bresson et Robert Frank. Et ils utilisaient les petits appareils de façon très personnelle. Et c'était incroyable de penser, en tant que jeune personne, de regarder le travail de Cartier-Bresson et de se dire que cela pourrait être notre vie, de sortir dans le monde, de voir le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, c'est comme un passeport pour pouvoir voir le monde. C'était intéressant parce que je regardais ce livre sur ses interviews, les interviews de
Henri Cartier-Bresson, son livre d'interviews et de conversations, et c'était vraiment remarquable. Et si vous le lisez, vous avez tout dans ce livre. Mais il dit, il raconte qu'il était surtout intéressé dans l'homme. Les paysages, c'est intéressant en fait, il disait que les paysages seraient toujours là dans le contexte. Et donc, il y a une éternité et j'aimerais en savoir plus sur Cartier-Bresson aujourd'hui. J'aimerais savoir, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe dans notre monde, de penser au paysage de façon différente. Mais il a toujours été intéressé par l'homme, l'être humain. Donc, c'était une opportunité formidable d'effectuer cette mission, de regarder en arrière, de regarder cette collection. C'était comme retourner, replonger dans le passé lorsque j'ai vraiment démarré. Et il y avait tout un tas d'émotions qui remontaient. Je regardais les photos. Cela signifiait tellement de choses pour moi. C'était une telle inspiration pour moi de pouvoir les revoir. Voyager à travers, enfin, faire de la photographie et le travail de Cartier-Bresson, quelque part, c'était comme voyager à travers le monde et témoigner de la vie des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a motivé pour faire de la photographie, ce voyage et ce témoignage que l'on pouvait éventuellement faire sur la vie des gens? Est-ce que c'est un plus par rapport à la peinture, par exemple? Well, I do find it, to begin with, en fait, pour commencer, dès le début, Cartier-Bresson, I think, was very much wanted to disappear. Cartier-Bresson, en fait, il voulait disparaître. Il ne voulait pas être là. Il regardait. C'était un messager pour nous tous. Et je pensais, en fait, quand on est jeune, ce n'est pas... En fait, on est maladroit quand on est jeune. Et c'est plus facile d'être à l'extérieur de quelque chose, de regarder quelque chose. Et pour Cartier-Bresson, c'était important de ne pas être impliqué, de ne pas être là. Et c'est ça que j'ai retenu. Et la photographie, c'est tellement important. Il y a plusieurs façons d'utiliser la photographie. Et quand on est jeune, quand on regarde comment Cartier-Bresson faisait ses photos, c'était une leçon très importante pour moi, pour n'importe qui en fait est intéressé par la photographie. Là, j'ai perdu le fil de mes pensées. Lorsque tu as reçu cette sélection de 385 images face à cet ensemble quand même assez conséquent, comment tu t'y es pris pour faire ta sélection? Quel a été ton fil conducteur? Quel a été le processus de sélection et comment as-tu appréhendé en fait cet ensemble? Et qu'est-ce que tu as voulu montrer? J'ai vraiment essayé de retourner en arrière ce qui m'a ému dès le départ. Je ne voulais pas faire de la recherche, des lectures. Je voulais regarder son travail et me souvenir de la raison pour laquelle la photographie était tellement importante pour moi.
les mots, la famille le long de la rivière qui fait un pique-nique. Et pour moi, la photo du jeune homme sur le bateau, la péniche. Et vous en parlez énormément, en fait. Le sujet dans l'image, qui le véhicule, pour qu'on puisse voir. Il y a une profondeur incroyable. Et je pense que je devais comprendre tout cela. 385 photos de ce photographe extraordinaire. Comment est-ce que lui, il a imaginé faire tout cela? Comment est-ce que lui, il a choisi ces images? Et moi, je pense que ce n'était pas arbitraire, tout ce qu'il a effectué tout le long de sa vie. Et moi, j'avais du mal à comprendre cet ensemble de photos. Et donc, ensuite, j'ai fait des recherches sur la façon dont il a fait tout cela. Mais il n'y avait rien qui m'indiquait comment il avait effectué ce classement. Et je pense que ce serait intéressant d'écouter Sylvie. Puisqu'on parle un peu de ce processus de sélection qu'Henri Cartier-Bresson a pu faire sur son propre travail, et celui qu'Annie a pu faire sur le sien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le processus de sélection d'Henri Cartier-Bresson sur son travail? Est-ce qu'on sait quelque chose? Quelles sont les informations dont on dispose sur cette sélection? Et comment a-t-il organisé cette sélection? Alors, on n'en sait que ce qu'il a bien voulu en dire. C'est-à-dire que d'après tous les témoignages qu'on a d'interviews qu'il a pu faire, il a considéré donc cette proposition de John et Dominique de Ménil comme une chance à un moment où il pensait à quitter l'agence Magnum et à arrêter d'être un photographe professionnel. Ça lui permettait de revenir en arrière sur l'ensemble de son œuvre et de faire un choix de ses meilleures photographies. Donc, il a insisté beaucoup sur le fait qu'il y a passé 2 ans. Et dans les laboratoires de Pictot, il a passé beaucoup de temps, sans doute en partie avec Robert Delpire à l'époque, à regarder toutes ses planches contact, toutes ses archives, toute sa vie de photographe, et qu'il a eu beaucoup de mal à faire un choix aussi restreint, qu'il voulait représentatif de l'ensemble de sa carrière. Donc il dit qu'il y a des images auxquelles il a dû renoncer pour arriver à ce chiffre de 385. Après, ce qui nous aide aussi, c'est de voir que non seulement il a choisi 385 images, mais qu'il les a quand même mises dans un certain ordre. Ce qui montre qu'il y a quand même, ce n'est pas du tout chronologique, c'est un ordre qui est géographique, c'est pays par pays, ou partie du monde par partie du monde. Et à la fin, il y a 50 portraits, qui sont des vrais portraits, parce que des portraits, il y en a presque dans toutes les images, tellement l'être humain est important dans son œuvre. Donc ça commence par la Belgique, puis la France, etc. Et donc, mais à l'intérieur de chaque pays, ce n'est ni thématique, ni chronologique. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi? Oui. There was one thing, Sylvie, une chose, Sylvie, in my research on the dans ma set, recherche, first of all, that he insisted that all the photographs, que toutes les photos be exhibited together. doivent être
rassemblés ensemble. Ça, c'était très important. Une information très importante pour moi. Et l'autre point très important, c'est comment il a accroché les photos dans les expositions à l'origine. Il y avait une rivière de travail. Il y avait les frères et les sœurs qui étaient accrochés ensemble. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qu'il faisait. Mais il me semble que c'est tellement difficile de faire un choix. Et l'une des choses que vous nous avez dit, Sylvie, dans votre récit, dans votre essai, vous avez parlé de l'importance de ces boîtes. Et je ne peux pas vous dire combien de photographes. Il y a tellement de photographes qui sont vraiment surpris, en fait. Et un livre comme le Decisive Moment, The Europeans, c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'unique. Et pour moi, je suis vraiment surprise. Et j'ai vraiment apprécié le fait que vous indiquiez cela dans votre essai, la valeur de ce qu'il a fait. Et je parle de ça même dans mon essai, où je me pose la question, il y a un livre qui s'appelle The Scrapbook. C'est ses premières photos. Il parle de sa vie. On doit prendre soin de ça. C'est en haut de l'étagère. C'était en haut de l'étagère chez lui. Et lorsque on regarde le scrapbook et ce travail, tout se met en place. Oui, le scrapbook, on en a beaucoup parlé, très important dans l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, puisque c'est la première fois véritablement où il fait une vraie sélection en 1947, lorsqu'il arrive à New York, au moment où il présente sa première rétrospective avec Beaumont New Hall. Et c'est un moment, évidemment, c'est une date très importante pour Cartier-Bresson, puisque c'est sa première rétrospective au MoMA à New York. C'est le moment où il fonde Magnum, et c'est son premier grand reportage en fait aussi qu'il effectue aux États-Unis. Et c'est un passage en fait. Il passe de photographe surréaliste, je dirais pas amateur, à un photographe professionnel qui, à ce moment-là, décide de vivre de sa photographie. Et donc ça, c'est très, très important dans ce processus. Donc, Sylvie, pour continuer un petit peu sur ta partie, et après on passera à celle de Wim, comment on fait lorsqu'on est quand on a la voix de la conservatrice et que l'on doit faire une sélection qui, d'une part, reste très personnelle avec ses choix, c'est aussi l'idée de cet exercice, et en même temps de devoir aussi expliquer en quoi Cartier-Bresson est un photographe génial. Effectivement, tu m'as confié un rôle qui n'était pas très facile. Surtout que ma spécialité, c'est plutôt la photographie plus ancienne que le XXe siècle. Mais bon, voilà. Donc, j'ai commencé par... bien sûr, j'aurais pu me dire, bon, je suis spécialiste de photographie, je vais regarder les 385 images et prendre mes 50 images préférées. Mais non, j'ai pas fait ça. Je me suis dit que puisque j'avais un rôle de conservatrice, il fallait que je l'assume entièrement. Donc, j'ai commencé par lire ou relire, pas tous les livres sur Cartier-Bresson ou de Cartier-Bresson, ça aurait été beaucoup, mais quand même beaucoup de livres et de catalogues d'expositions et d'interviews et de textes importants, et il y en a. Et donc, après, j'ai re-regardé les images et ça m'a permis de distiller un peu ce que je pensais et de comprendre
Je pense que le choix n'a pas peut-être été très différent, mais ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi certaines images étaient importantes ou certaines images étaient très caractéristiques de ce que je voulais dire. C'est-à-dire que comme les 385, il a dit, voilà, c'est un peu mes 385 meilleures images au moment où il les a choisies dans les meilleurs tirages possibles, on ne pouvait pas se tromper, quels que soient les 50 qu'on prend, elles étaient toujours bien. Mais si on voulait, pour garder cette métaphore du grand jeu, c'est-à-dire de lire aussi son avenir dans les lignes de sa main, je me suis dit, je vais choisir toutes les lignes de force de son œuvre comme on lit la vie de quelqu'un dans sa main. Donc je me suis dit, une ligne c'est la lumière, une autre ligne c'est la photographie dans les rues, une autre ligne c'est les portraits, une autre ligne c'est le noir et blanc. Et à travers ces lignes-là, j'ai raccroché des images qui pouvaient illustrer cet aspect très fort de son œuvre, mais qui pouvaient aussi avoir d'autres significations, parce que ces œuvres sont tellement importantes qu'elles n'ont pas une seule lecture pour chacune. Mais je me suis dit que pour partager, justement, comme ce que tu dis, pourquoi c'est un des plus grands photographes du XXe siècle, il fallait justement prendre ces options très fortes, la lumière, le noir et blanc, l'être humain tellement important, les regards, les portraits. Voilà, donc les images se sont raccrochées à ces thématiques. Après, et pas les chefs-d'œuvre, forcément. Et pourquoi avoir choisi 53 photographies ? Parce que ça s'appelait le grand jeu, donc j'ai pris le nombre de cartes qu'il y a dans un jeu de cartes, plus un joker. D'accord. Et le joker, alors est-ce que par hasard le joker n'est pas une image que l'on voit au début de ta section ? Alors le joker, c'est la séance de roulette à Las Vegas, parce que c'est un jeu, et Cartier-Bresson a dit rien n'est plus important que le hasard. Donc qu'est-ce qui est mieux, le hasard, que la bille qui tourne dans la roulette. Et puis les trois personnages qui regardent tourner la bille, je me suis dit, bon, peut-être c'est trois des commissaires de l'exposition, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, il y a une sorte de fascination de ces trois personnages autour de la bille qui tourne. Et je trouvais que c'était très bien pour introduire une partie sur ces choix d'images, ce hasard. Enfin, j'ai bien aimé cette idée. Et dis-moi, c'est intéressant dans le début de ta section, c'est que quelque part, tu donnes les clés de la lecture que l'on devrait avoir pour comprendre le travail de Cartier-Bresson. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire que il y a le Cartier-Bresson surréaliste, oui, donc complètement libéré oui, de tout, hein, quelqu'un oui, qui fonctionne à l'instinct oui, avant tout. Et puis il y a aussi le Cartier-Bresson d'André Lotte, le Cartier-Bresson qui a eu sa formation de peintre, oui, qui organise sa photographie autour du noir et du blanc, autour de l'ombre et de la lumière. Et donc en fait, en juxtaposant ces images-là, il semblerait que tu nous donnes un peu les clés, tu nous donnes un peu comment doit-on lire une image de Cartier-Bresson, parce que finalement il y a cette dualité dans son travail qui fait qu'il est d'un côté totalement libre, oui, et ne se restreint sur rien, mais de l'autre, il a quand même oui, mais en lui cette façon de pouvoir de façon assez instinctive, de pouvoir quand même, dans un cadre, prendre une photo. Oui, alors effectivement, on a l'impression qu'il est extrêmement libre, un peu comme quelqu'un qui dans la rue est, qui guette le hasard. Mais en fait, c'est une liberté qui est extrêmement construite, comme un exercice de méditation zen, qui est aussi une de ses références. Et André Lotte lui a dit, il n'y a pas de liberté sans un énorme exercice d'apprentissage et de connaissance de l'art qu'on veut pratiquer. C'est-à-dire que
l'extrême talent et l'extrême virtuosité de Cartier-Bresson, c'est de transcender tout ce savoir, plus toute sa culture classique, de la musique, de la littérature et de la peinture, pour arriver à ce qui nous semble une légèreté, mais qui en fait est la quintessence de toute une culture européenne et asiatique parfaitement maîtrisée par lui, avec ses leçons de la peinture classique, du surréalisme, ensuite du bouddhisme zen, tout ça qu'il a synthétisé pour arriver à ces images qui paraissent nées de la grâce et du hasard, mais qui en fait sont extrêmement construites, pensées, et si on les analyse, on comprend tout ça, mais elles sont aussi données gratuitement à quelqu'un qui ne sait rien de tout ça et qui les comprend instinctivement. Et la notion d'instinct, Wim, toi qui es réalisateur et photographe, est-ce que ça te semble être une notion importante dans le processus de fabrication de l'image en tant que photographe, ou c'est quelque chose que toi tu vois plutôt comme quelque chose de plutôt libéré en fait, quelque chose que l'on conçoit avant et plutôt que quelque chose qui soit dans l'instinct? L'instinct, c'est quand même presque impossible de définir ce que c'est parce que justement, ça vient tout seul. Mais bon, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué que ça. Disons, un grand photographe comme Cartier-Bresson nous apprend à voir. On peut apprendre à voir à travers son œuvre. Lui, par contre, il a tout appris, comme il dit lui-même, par la peinture. Et d'ailleurs, comme Annie, moi aussi, au début, j'étais peintre. J'ai aussi tout appris par la peinture avant que j'ai appris quoi que ce soit par la photographie. Et on a donc un trésor dans la tête. Tous les musées qu'il a vus, toutes les peintures, tous les dessins, il aimait beaucoup les dessins. C'est-à-dire, et moi aussi, on a tout un aréal d'images dans la tête que l'instinct, qu'est-ce que ça devient? Sinon, la somme de tout ça est quelque chose que nos mains, comme photographes, et nos bras et nos yeux peuvent faire tout seuls, sans penser, quoi. Et quand j'ai regardé le grand jeu, débordé aussi, comme Annie, il me manquait des photos. J'ai des photos de lui que j'adore, que j'aurais tout de suite pris, avec lesquels j'ai une relation personnelle, et ils n'étaient pas là-dedans. Alors, ils m'ont manqué. Alors, moi aussi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a pris de choisir ces 385? Mais donc, j'ai accepté, et puis, alors, j'ai commencé à choisir. De la même manière instinctive, je me suis dit que lui, il a pris les photos, parce qu'il parle beaucoup de l'instinct et du hasard, qui n'était pas un hasard, d'ailleurs, pour lui. Et puis, alors, je l'ai fait aussi par le cœur. Et finalement, j'ai compris que mes photos préférées, c'était toutes des photos qui parlaient de l'acte de voir, qui mettaient en image cet acte-là, qui pour moi, comme metteur en scène, aussi comme photographe, c'est ma vie. L'acte de voir, c'est le plus grand sujet de ma vie. Et donc, je reconnais que j'ai vu que mon choix, c'était évidemment instinctif, mais aussi c'était moi. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai vu la collection de Annie, de Sylvie, de François Pinault et de notre écrivain, parce qu'ils ont tous
un autre point de vue. Pas seulement qu'il nous enseigne à voir, Henri Cartier-Bresson, mais nous, chacun, on nous enseigne aussi à voir. C'est-à-dire, j'ai vu le point de vue de l'écrivain, j'ai vu le point de vue du photographe, j'ai vu le point de vue du collectionneur, j'ai vu le point de vue conservateur. Et chaque fois, c'était comme si j'avais rien compris d'Henri Cartier-Bresson avec ma propre vision qui était... Bon, j'étais concentré sur l'acte de voir. J'étais fasciné de voir que ces portraits que je trouve magnifiques, c'était toujours des portraits des yeux. Comme s'il se foutait du reste, il a photographié les yeux. Et moi, je ne sais pas faire des portraits. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Et j'admire Annie pour sa même capacité de faire des portraits qui montrent l'essence d'une personne. Et lui, il l'a montré seulement par les yeux. Et donc, les yeux aussi, c'est ça, notre instrument principal. Pas seulement à lui, mais aussi, surtout quand il a photographié les écrivains. On a vu que ce n'était pas leur tête qui marchait, qui les faisait écrire, mais leurs yeux. Les yeux de Beckett ou les yeux de Camus ou de Sartre, c'était ça leur essence, c'était ça leur instrument principal. Au moins, on le voit dans les photos de Cartier-Bresson. Alors, aujourd'hui, j'ai vu 4 autres personnalités de Henri Cartier-Bresson. Le choix d'Annie m'a époustouflé, parce que c'était le choix d'une photographe, et elle m'a montré des choses que moi, je n'ai jamais vues. Ou Sylvie. Je vous jure, j'ai vu des photos, bien que je connaissais par cœur tout le grand jeu. J'ai regardé et je me suis dit, j'ai jamais vu cette photo. C'était là-dedans. Comment ça a pu m'échapper? C'est incroyable, c'est une très belle conception. On devrait faire toutes les expositions comme ça, pas seulement avec un curateur, mais avec plusieurs qui commencent un dialogue. Oui, mais ça marche parce que c'est Cartier-Bresson. Mais tous les photographes ne supportent pas cette épreuve de vérité, je pense. Ah oui, ça se peut. Et dis-moi, en parlant de portraits, tu as voulu, dans ta scénographie qui est très spectaculaire, hein, où on est vraiment dans la pénombre qui rappelle la salle de cinéma ou la chambre noire, tu as voulu mettre ce portrait anonyme d'Henri Cartier-Bresson lorsqu'il était dans les camps de travail en Allemagne. Pourquoi as-tu voulu mettre ce portrait ? D'abord, il était sans son appareil. On lui a enlevé son appareil. Peut-être il n'en l'avait pas quand il était devenu prisonnier. Mais de toute façon, il est là sans appareil de photo. Il est là comme homme. Il n'y a plus rien. Il n'a pas de profession. Il est prisonnier et comme prisonnier, tu n'es rien. Il est là, il regarde dans la caméra et on le voit quand même. On le voit quand même. J'ai vu le mec dont j'ai vu le regard dans toutes ces photos. Et ça m'a fasciné. Heureusement qu'il s'est échappé de ce camp allemand. Il a dû essayer 2 fois quand même. Oui, il a fait plusieurs tentatives. Et son appareil photo, hein, qui est un appareil photo factice que lui a offert Saul Steinberg, pourquoi avoir voulu aussi montrer à côté de ce portrait cet appareil photo ? C'est drôle, si on voit les photographes avec leurs appareils de photo, on le voit une fois dans la réflexion d'une photo que tu as choisie. Je n'avais pas découvert ça. Seulement dans ton set, j'ai vu la réflexion d'Henri Cartier-Bresson. Mais voir un photographe avec son appareil, c'est pas drôle. C'est comme voir un peintre avec son pinceau. Ça raconte rien. Alors cet appareil factice qui est un appareil plutôt enfantin ou surréaliste presque. J'ai bien aimé parce que tout d'un coup on commence à
vouloir savoir ce que c'est un appareil de photo quand on voit ce truc en bois. On se rend compte comment on aime les vrais appareils de photo, mais les portraits des photographes avec leurs appareils, c'est pas si intéressant. On veut pas voir les écrivains avec leurs pages blanches ou leurs machines à écrire. Et lorsqu'on a préparé cette exposition, tu m'as parlé du rôle de messager qu'Henri Cartier-Bresson pouvait avoir, celui de sa volonté de vouloir partager la beauté simple du monde. Tu avais utilisé ces mots comme ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Et il y a une photo très connue de lui, faite en Inde, 5 femmes qui regardent des montagnes, un paysage très beau, on les voit de dos, tous les 5. Il y a une qui fait un geste comme si elle disait aux autres 4, regardez cette beauté. Et c'est lui qui fait la photo des femmes qui regardent, c'est lui qui les regarde, et c'est lui aussi qui nous dit à nous, regardez cette beauté, regardez la beauté de ces femmes travailleurs, je crois. C'était des femmes simples qui regardent cette beauté. C'est-à-dire, il nous a montré ce qu'elles ont vu. Et de nouveau, en faisant cette photo, il nous fait le 3e spectateur de la même scène. C'est elles, les femmes qui voient, c'est elle qui a vu les femmes. Maintenant que c'est nous qui voyons. Et c'est toujours le même geste. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est simple. Et comment le monde est inimaginable. Et quelle merveille que nous avons devant nous tout le temps, comme photographes et écrivains et conservateurs et photographes. Et dis-moi, en tant que réalisateur, et on parle de contemplation, il y a un aspect très contemplatif dans tes films. À ton avis, qu'est-ce que le cinéma apporte à la photographie, ou qu'est-ce que la photographie apporte au cinéma? Parce que Cartier-Bresson, bon, il a été assistant réalisateur auprès de Jean Renoir. Il a lui-même tourné quelques films, souvent documentaires, assez peu. Est-ce que tu vois dans sa façon de pratiquer la photographie quelque chose qui a un rapport avec le cinéma ou pas du tout? Oui, je vois le cadre. C'est ça ce qui le lie au cinéma, je crois. C'est ses cadres, son cadrage. Ça, c'est très cinématographique quelquefois. Pas toujours. Quelquefois, c'est très spontané, mais même là, et surtout sur les cadres qui sont verticaux, c'est pas le cinéma, c'est plutôt peinture. Mais je crois qu'il a un œil très cinématographique et ça m'étonne pas qu'il était l'assistant de Jean Renoir et qu'il était l'assistant sur mon film préféré de l'histoire du cinéma, La règle du jeu. Et je crois qu'il a quand même appris beaucoup. Et quand on voit la photo que lui il a prise de Jean Renoir, on voit l'admiration. On voit que c'était son maître. On voit ça. Là, on voit surtout les yeux, ces petits voilà, yeux. nouveau, oui. Ouais. Et Annie, pour revenir à ta sélection, le rôle du portrait, c'est-à-dire que toi aussi, tu es une photographe de portrait. Comme Sylvie le disait, il y a très peu d'images finalement d'Henri Cartier-Bresson dans lesquelles n'apparaissent pas des personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme des natures voilà, mortes. Même parfois, il semble quasi invisible, mais il est toujours présent. Qu'est-ce que le photographe, en tant que portraitiste, Cartier-Bresson t'a apporté? C'est intéressant parce que Wim Wenders, dans son essai, il parle des yeux dans les portraits. Et vous parliez de la force
des compositions de Cartier-Bresson. J'ai toujours été captivée par sa composition. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les portraits, je vois sa composition et c'est comme si ça ne l'intéressait pas. Il s'intéresse vraiment aux yeux. Vous en avez parlé et là, j'ai appris quelque chose. Il ne s'intéressait pas à la composition, il s'intéressait vraiment aux yeux. Et il y avait quelque chose. Et c'est ce qu'il recherchait. Il n'y a pas de composition. Cela ne ressemble à rien d'autre dans son travail. Et je pense que ce qui l'intéressait lorsqu'il prenait un portrait, c'est qu'il aimait cette personne et c'est ça qui transparaît. C'est merveilleux lorsque vous parlez du portrait de ce couple. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous parlez de ce portrait qui était à l'avance sur le temps. Et pour moi, c'était l'une des photos que j'ai choisies dans ma sélection parce que les personnes sont tellement belles, elles sont magnifiques. Et c'est à cause de cette confiance qui ressort, la beauté. Et on a le sentiment qu'on voit Cartier-Bresson dans l'image de ce couple. C'est un reflet de lui. Il leur donne la possibilité d'être qui ils sont dans cette photo. Pour les spectateurs, c'est la photo qui a été choisie par vous trois d'ailleurs. Hein, c'est le portrait. Voilà, vous êtes tous les trois à avoir choisi le même portrait, qui est un portrait qui a été fait étonnamment dans les années 30, qui semble fait hier et qui montre ce couple un jazzman dont je ne crois pas qu'on ne connaisse l'identité. Et Joe, et on connaît que le prénom. Sa femme mais voilà, je me souviens que toi, Wim, était très, très, très étonné. Tu pouvais pas croire. J'avais dû appeler pour bien vérifier que la date était la bonne, parce que tu pouvais pas croire que cette photo avait été prise dans les années 30. Oui, on dirait les années 60 peut-être. Peut-être, but not in the 30s. These people are more confident than all the big shot writers that he photographed. These people are there and present and proud and beautiful. And as Annie said, I think it took Cartier-Bresson to bring that out. Est-ce que c'est pas une marque Est-ce que le classicisme est finalement quelque chose qui traverse le temps, qui ne subit pas l'ombrage du temps, qui aujourd'hui, comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et comme ça le sera dans 10 ans, 15 ans, qui garde cette fraîcheur? Est-ce que c'est pas ça finalement la modernité d'Henri Cartier-Bresson? C'est la marque des grandes œuvres, je pense, de ne pas être atteinte par le temps. Alors c'est plus difficile en photographie parce que la photographie est quand même un enregistrement brut, enfin pas brut, mais enfin du réel à un moment donné. Donc le temps y est peut-être plus perceptible, encore plus que dans un portrait qui serait peint par Ingres ou Delacroix ou je ne sais pas. Mais je pense que tous les grands chefs-d'œuvre traversent le temps sans égratignure. Hein. Quand on regarde le grand jeu maintenant, c'est un peu le paradis perdu, je trouve, parce que ce genre de photographie n'existe plus.
Non. Cette photographie n'existe plus. Cette photographie n'existe plus. On devrait trouver un autre mot pour tout ce qu'on fait aujourd'hui si on regarde ça. I don't know if that's true, that it doesn't Si c'est exist. vrai que cela n'existe I pas. really, Je pense this last year, que l'année I've never dernière, seen je n'ai jamais vu such incredible photography, tant de in our, photographies mostly incroyables, from journalists, surtout de la part de journalistes. out there, but there's never been so much Il n'y a writing jamais eu autant d'écrits and personal reflection et and de travail personnel. and then photography. I mean, I can't not look at the New York Times every single day and look at the Je ne photography peux that pas comes out. regarder le New York I mean, Times it's tous les like, jours et regarder les I think it's photos. stronger. Je pense I mean, que I just think c'est photography plus is stronger fort. than ever. La I mean, photo, it's c'est plus really fort que jamais de nos jours. powerful. C'est très puissant. And and we do have Cartier-Bresson to thank for it. Because nous avons Cartier-Bresson he took that small parce que camera and he went il a out pris there. ce petit appareil. I think Et je pense every que photographer today tout photographe aujourd'hui has that as a kind of a foundation. C'est une base, une fondation, un fondement pour lui. Extraordinary history, Il a eu une histoire extraordinaire. Build on. Et les photographes d'aujourd'hui peuvent te baser là-dessus. It's so important, Et c'est vraiment what he tellement says, though. important And then we do, de regarder ce qu'il anyway, a I just think dit également. Photography's never been better than ever. Moi, je pense que la as photographie, far as, c'est vraiment très puissant aujourd'hui dans le monde du C'est journalisme. intéressant pour rebondir à ce que tu viens de dire. C'est que le Leica, à Venise, quand on préparait l'exposition, tu disais le Leica, finalement, c'est un peu le smartphone d'aujourd'hui. Il y a cette idée que finalement, on l'a dans la poche. Il n'y avait rien de plus facile à utiliser. D'ailleurs, Henri Cartier-Bresson n'a rien fait d'autre que de lire la notice. Et puis il s'y est mis, c'était aussi simple que ça. Et il développait pas lui-même ses rouleaux au départ. Et donc finalement, est-ce que c'est pas ça sur finalement la Mathieu, Vous savez que Cartier-Bresson a commencé a viewfinder. Avec un viewfinder, avec un grand appareil photo. Pas un viewfinder en fait, avec un grand appareil photo, une grosse boîte. Et je pensais toujours que lorsqu'il a changé, il est passé au petit appareil qu'il portait. Ces compositions étaient toujours des compositions qu'il avait dans son grand appareil. Et pour avoir un plus petit appareil photo, c'est là où il a appris plein de choses. Et je pense que c'est ça qu'il a fait dans ses compositions. Moi, je pense que quelque part, le smartphone, évidemment, c'était, faut comparer ce qui est comparable. Mais Cartier-Bresson a toujours revendiqué même la question du tirage. C'était important. Lui, il s'en foutait complètement des tirages. Le tirage, à la fin, il trouvait que c'était finalement, on pouvait tirer pour les masses et que c'était un multiple et qu'il fallait justement accepter que ce soit un multiple. Et quelque part, il s'est émancipé en fait de cette idée que le tirage, comme d'autres le faisaient à ce moment-là, où il y a la photographie finalement, c'est quoi ? C'est deux étapes. Il y a le moment où on prend la photographie, donc la séance de pose, ou la prise de vue. Puis après, il y a l'autre partie du processus qui est le tirage. Et donc lui, quelque part, le tirage, c'était pas si important que ça. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le magazine, c'était ensuite les publications, c'était finalement de véhiculer l'image. Et ça, quelque part, c'est un petit peu la conversation aussi qu'on avait. Ça fait que le smartphone, on peut pas dire une marque, permet finalement de prendre les images et émancipe aussi beaucoup de gens et fait que la photo a peut-être jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Alors évidemment, est-ce qu'on peut appeler ça photo ? C'est un débat qu'on peut ouvrir, mais c'est vrai que la question de l'héritage d'Henri Cartier-Bresson à travers l'idée que la photo soit aujourd'hui le plus accessible, c'est une question.
Écoute, le smartphone fait une photo s'il est utilisé par un photographe, moi je pense. On peut faire une bonne photo avec un smartphone. D'ailleurs, je crois que Si tu es un bon photographe, Voilà. c'est la seule condition. Oui, c'est possible de faire une bonne photo avec un smartphone. Mais l'intention n'est pas la même. Et l'acte de voir n'est pas la même. Apporter la caméra vers son œil, on le voit très bien dans votre photo, où on le voit en réflexion, il est penché Oui. et il est derrière l'appareil. Il regarde à travers la caméra. Les smartphones, ils n'ont pas inventé pour regarder à travers. On voit le dos et c'est une autre attitude. Je trouve regarder à travers la caméra, c'est quand même plus un regard. Le smartphone devient un truc en elle-même. La Leica, ça faisait partie de ses yeux. Il a levé aux yeux. Je ne crois pas qu'il a fait beaucoup de films, beaucoup de photos. Comment ça? Avec un Rolleiflex. Non, avec seulement comme ça, sans regard. Alors, je crois qu'en parlant de la mais photo prise comme ça, Annie a une histoire assez intéressante. Annie, est-ce qu'elle nous entend? On parle justement de la façon dont on peut tenir la caméra et Wim était en train de suggérer le fait que Cartier-Bresson n'ait pas tellement utilisé la caméra à mi-corps. Voilà. Mais je crois que toi, tu as une histoire intéressante où Cartier-Bresson a photographié Susan Sontag de façon un peu comme une photo volée. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? Vraiment. Oh no, only because the story Non, Susan Sontag. Susan used to always l'histoire de sort Susan of rub it in a Sontag. little bit because Susan I've always had Sontag so much le equipment and répétait tout le lights temps and parce que j'avais everything else. tellement d'équipements, de lumière, and, etc. She would tell me the Et story elle me about racontait l'histoire de Cartier-Bresson qui venait photographier à Paris. Il montait les 4 étages, je pense qu'il avait 60, 65 ans. Elle n'avait pas de chauffage dans son appartement. Et elle s'est assise dans un canapé et elle a mis un manteau sur ses épaules et Cartier-Bresson s'est assis en face d'elle et son appareil photo était sur ses genoux. Et elle a entendu un clic, 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 clic. Et il a pris 4 ou 5 photos et il s'est levé et il a dit « Allez, viens, on va aller déjeuner ». Il n'a jamais regardé dans le viewfinder. En fait, il a regardé dans le viewfinder, mais il connaissait son appareil photo tellement bien. Il le connaissait par cœur et il savait, vous pouvez imaginer, il savait exactement à quelle distance il devait être de quelqu'un. Il l'avait déjà pré-réglé avant de rentrer dans l'appartement. Et il savait à quelle distance il serait d'elle. Et les photos sont incroyables. Les photos sont incroyables. Pour moi, c'est certaines de ses meilleures photos de Susan. Et Susan a été photographiée par pas mal de personnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour être un photographe, c'est vraiment incroyable d'avoir un téléphone et tout le monde devrait pouvoir prendre des photos et garder des souvenirs. Mais être un photographe, c'est un animal différent, c'est une créature différente. Cartier-Bresson le dit si bien, il faut être informé, il faut comprendre, il faut regarder, il faut avoir le regard, il faut se former, il faut savoir comment regarder. Et Wim Wenders en parle également, il faut voir, avoir le regard, apprendre à avoir le bon regard. Et ça, c'est un exercice différent. C'est un art différent.
que juste prendre son téléphone. Et là, on y va avec une certaine intention. C'est différent que d'utiliser un mobile et prendre une photo. C'est merveilleux d'avoir ces deux possibilités. Par contre, c'est merveilleux d'avoir son smartphone. Moi, je suis sûre que lorsque vous avez, si vous aviez un appareil avec vous ou un smartphone avec vous, oui, j'ai pris une photo de vous sur le moniteur. Oui. J'aimerais beaucoup connaître les photos que tu as prises de Henri Cartier-Bresson. Tu nous racontes l'histoire, comment tu n'as pas osé faire une photo de lui quand tu l'as vu, et le lendemain, tu as attendu sur le bruit. Tu as cette photo? Oui, j'ai la photo. Oui, je l'ai. Mais je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Elle n'est pas bien prise. J'étais encore très jeune. Je suis allée à Paris. Je l'ai suivi. Je suis allée à l'agence Magnum. Et il était tellement généreux, tellement incroyable. Et il m'a dit, allez, viens chez moi. Et il m'a dit qu'il refusait que je prenne ses photos. Je suis allée chez lui, j'ai déjeuné avec lui et Martine. Et j'ai vu comment il est rentré chez lui. Il a traversé le pont. J'ai vu le chemin, mais j'ai fait le chemin avec lui. Et le lendemain, je suis restée sur le pont. Je pensais que c'était un territoire neutre. Et il est passé, il a traversé le pont, et j'ai commencé à prendre des photos. Et il s'est retourné. Et il pensait que quelqu'un prenait d'autres photos, et il s'est rendu compte que c'était moi. Il m'a regardé et il a crié, toi, je t'ai emmené chez moi. Et moi, je tremblais. Et il s'est arrêté, il a dit, bon, si vous allez prendre des photos de moi, prenez une bonne photo. Et il a posé, il est resté là, et il a posé, et il m'a dit, allez. Et je suis allée avec lui à l'agence Magnum. J'avais 22 ans, 23 ans, et c'était un homme incroyable. Je pense que vous avez également une histoire, n'est-ce pas? Oui, vous étiez dans une voiture. Je l'ai rencontré une fois, une partie fin des années 80. Et j'ai pas vraiment osé lui parler. J'avais tellement, I was in awe. Comment ça se dit en français? I was so in admiration of this man. So we didn't really talk. And at the end à la fin de la partie, il me demande, je vais vous raccompagner chez vous. Et on a pris sa petite voiture. C'était une toute petite voiture. Et on a traversé tout Paris. Et on a parlé de toutes sortes de choses, mais pas de la photographie. Rien de quelque chose de sérieux. Et à la fin, je l'ai vu partir avec sa voiture et je me dis, quel connard, qu'est-ce que tu aurais pu avec ce ton? Tu aurais pu tout savoir. Mais il m'a conduit, c'était aussi comme c'était d'une telle gentillesse. Il était vieux quand même déjà, il avait 70 ans, quelque chose comme ça. Il m'a conduit à mon hôtel. Et moi, j'ai raté la chance. De toute façon, je n'avais pas un appareil de photo, je n'aurais pas pu faire son portrait, mais j'aurais pu demander des choses intéressantes au lieu de faire une petite conversation avec lui. J'ai regretté. Et une dernière question que je voulais poser à Annie. Sur une image importante qu'elle a faite de Yoko Ono et de John Lennon en 1980. Et j'ai pensé à cette image parce que dans la sélection, dans vos deux sélections d'ailleurs, il y a cette image des funérailles de Gandhi. Et
Henri Cartier-Bresson a photographié Gandhi quelques heures avant qu'il soit assassiné. Et donc, évidemment, quand on regarde ces images, tout en sachant ce qui s'est passé, évidemment, ça interroge aussi sur la statut de l'image. C'est-à-dire que d'un coup, l'image, elle a comme une charge très forte. On la regarde autrement. Et on se met à la place du photographe qui, à ce moment-là, a pris ces images-là, et en se disant que voilà, c'était la dernière image prise par le photographe. Quel a été ton sentiment? Est-ce que toi, tu as pensé quand tu as fait cette sélection de cette image des funérailles de Gandhi qui date, je crois, de 1948, quelque chose comme ça. Il est allé en Inde après les États-Unis. Est-ce que comment tu as regardé, toi, cette image que tu as faite de John Lennon à ce moment-là, quand tu as appris qu'il avait été assassiné? I think that when, Je pense que what you do is ce photography. qu'on fait lorsqu'on fait de la photo, And in my case, et dans mon cas, has sort of has turned into mostly portraiture. j'ai surtout fait des portraits. You are photographing life. And you're Vous photographing prenez des people, photos de la and, vie, vous prenez des photos des it personnes, happens. et cela arrive. You definitely feel like more of a medium. Vous êtes un moyen. Who's there, Il y a at these times. une personne qui est là, qui se trouve là. Few situations, C'est arrivé dans quelques situations. It's beyond. Still is. Emotional to me. Et c'est tout plein d'émotions, tout cela pour moi. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait juste. L'histoire change, l'image change. Lorsque John Lennon a été tué, l'image prend un sens totalement différent. Et c'est une autre histoire par rapport à ce que cela devait être. Mais je ne sais pas si Cartier-Bresson ressentait la même chose. Mais si vous regardez tous ces endroits, le temps est très important. Et pour finir, dernière question que je vais vous poser à tous. Est-ce qu'il y a une image, maintenant en ayant découvert les expositions des uns et des autres, est-ce qu'il y a une image que vous avez découverte ou que vous regrettez de ne pas avoir choisie? Non. Que ça, moi. Ouais. Moi, j'ai vu 330 photos que j'aurais dû prendre. Oh là là, j'avais honte de ma sélection à la fois parce que j'ai vu tant d'images qui auraient aussi pu prouver ce que j'ai ressenti sur la nature de son regard. Alors, c'était aussi bien dans les autres photos. Et nous, on a tous vu Cartier-Bresson avec d'autres yeux. Et c'est ça la grande leçon de cette exposition. Que même comme visiteur, même comme quelqu'un qui voit quelque chose qui est tellement classé, pour ainsi dire, que le grand jeu, on voit autre chose. C'est-à-dire Annie, est-ce qu'il y a une photo dans la sélection de Wim ou de Sylvie ou de Javier ou de François Pinault qui n'est pas là? Est-ce qu'il y a une photo que tu as vue autrement ou que tu as regretté de ne pas avoir inclus dans ta séletion? Yeah. I mean, it's interesting that you bring this up because intéressant, c'est que vous souleviez ce point. Il y a une photo. Je préparais ma sélection
categories. You know, I'm just looking at the wall. Je regardais le mur, je regardais les portraits des chevaux, la condition du monde, les conflits sociaux. Humor and his masterpieces, of course. There was a category that I ended up maître d'œuvre. Afraid to touch, and I wish j'avais peur de toucher certaines photos. And that was his view of women, the way he photographed. Et la façon dont il photographiait les femmes. You know, and some of them were in. Et certaines femmes, je ne savais pas si elles étaient dans un bordel. Et il y avait des photos de femmes. Et je ne savais pas exactement comment les traiter. Et je ne voulais pas ouvrir m'ouvrir à ces idées. Donc, je suis restée à côté, je t'ai laissé de côté. Donc, ça, c'est mon seul regret. J'aurais aimé traiter de cette question. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et je vous invite tous à venir voir cette exposition. Elle en dit beaucoup sur Cartier-Bresson, mais elle en dit beaucoup aussi sur ses commissaires qui, avec le travail de Cartier-Bresson, ont aussi dévoilé un peu de leur personnalité. Et donc voilà, je suis très heureux d'avoir collaboré à cette aventure. Merci. Mathieu, je crois qu'on peut aussi te remercier d'avoir eu cette idée, géniale quand même, de faire voir l'œuvre d'un photographe à travers 5 regards et de nous l'avoir proposé. Merci de nous avoir offert cette opportunité. Merci à vous. Merci aussi de ma part. Great to see you again, Annie. Thank you. I would love to talk to all of you more. J'aurais aimé vous parler davantage. C'était magnifique de voir. Mais je veux voir l'exposition. Je ne l'ai pas encore vue. Et j'espère que vous allez pouvoir venir bientôt. Merci. Cette idée était formidable. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.